raison que je n'ai pas cité aussi bien Dostoïevski, c'est que ça fait 5 ou 6 années qu'après que j'ai écrit des ouvrages comme ça, qui n'ont pas été traduits, pas trop gros, a été traduit en français, il s'appelle La peur de l'insignifiance nous rend fous. J'essaye de condenser des thèses assez complexes de façon qu'on puisse les lire en 2 heures environ. Parce que je pense que ça fait... Non, sérieusement, ça fait... Je le vois comme un devoir. Si la société me donne le luxe de lire, de penser et d'explorer, et de communiquer ça aussi de façon qui soit sans simplifier, qui soit quand même aussi rapprochable à des gens qui n'ont pas envie de lire 600 pages. Mais voilà, Dostoïevski, c'est certainement c'est pas pour rien qu'on considère Dostoïevski souvent comme un des premiers existentialistes. Et alors, si vous me permettez, je ne vais pas nécessairement commenter le texte de Dostoïevski, mais je vais tirer ça un peu dans nos temps. Vous voyez, l'existentialisme n'est plus du tout en vogue. Entre autres parce que l'existentialisme, une des thèses centrales de l'existentialisme dans toutes ses variations a toujours été que l'existence humaine est tragique dans son essence. Elle est tragique. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, l'existentialisme comme philosophie, c'est un peu, comme je dis, c'est plus en vogue. Mais en même temps, dans la psychologie empirique, ça a été redécouvert et c'est devenu une théorie extraordinairement fruitful. Non, fruitful, c'est très, qui produit énormément de résultats. Féconde, vous avez dit. Je pensais que vous avez dit féconde. Ok, sorry. Là, eh bien, où on était? Oui. Il y a des milliers d'expériences qui ont été faites au laboratoire qui montrent que du moment que quelque chose nous rappelle notre mortalité, automatiquement, nous avons besoin de reculer et de nous mettre dans un cadre d'une idéologie qui définit notre identité et nous devenons de moins en moins tolérants et acceptant d'autres points de vue. Et pour moi, je pense cette théorie qui est bien fondée empiriquement, pour ceux de vous qui veulent le voir à la maison, alors dans Google, vous faites Terror Management Theory. C'est pas le terrorisme, mais la terreur de la mort. Okay? Maintenant, ce que le grand inquisiteur dit à Jésus, mais écoute, les êtres humains ne sont pas capables à vivre avec la liberté à laquelle tu les condamnes. Et empiriquement, je peux vous dire que c'est vrai. Je vais vous dire quelque chose de pire. Des types libéraux comme moi, nous, par définition, nous acceptons la liberté. Alors chez nous, c'est différent. Eh bien, les expériences qui ont été faites démontrent de façon incontrovertible que si vous mettez des libéraux dans la même situation, ils réagissent exactement de la même chose, de la même façon, c'est-à-dire qu'ils deviennent intolérants dans le nom de la liberté. Okay?
s'agit non seulement d'une thèse élégante de grands penseurs comme Kierkegaard, Heidegger et Sartre, mais il s'agit de quelque chose que nous vivons jour par jour, comme individus. Pensez à combien de fois pendant je ne veux pas dire pendant notre vie, pendant la journée, je dis, mais je ne peux pas faire autrement, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça, c'est les petites défenses que nous employons. Les grandes défenses contre la prise de conscience de notre mortalité, c'est de chercher et de trouver une grande idéologie qui nous donne le grand sens. La protection de l'immortalité en nous donnant la promesse ou de l'immortalité littérale, comme une grande partie des religions le font, mais aussi dans ce qui a été nommé les... c'est pas intéressant? Ah, bien. Bon après-midi. Ce qui a été nommé les religions politiques par quelques grands penseurs, les deux grandes religions politiques du XXe siècle étaient le fascisme et le communisme, et comme nous savons bien, ces grandes idéologies, comme il s'agit d'idéologies qui disent « nous allons emmener le paradis sur la terre », dans le nom de cette espérance, on peut tuer des millions et des millions d'êtres humains. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la condition de la globalisation, où nous sentons encore beaucoup plus que nous sommes des individus assez isolés, il y a 7,3 milliards d'êtres humains, et qui suis-je? Que quelqu'un se souvienne de moi, que quelqu'un qui aurait une immortalité d'aucune sorte, même l'immortalité que quelqu'un se souvient de moi. Je pense que le poids devient de plus en plus lourd, et je pense, et je ne suis pas le seul à le dire, que le mouvement, d'abord, des grands fondamentalismes qui a commencé dans les années 1970, avec la globalisation surtout des médias, et aujourd'hui, l'ethnonationalisme que nous voyons un peu partout, inclus chez vous en France. Je suis d'origine suisse. Le plus grand parti en Suisse aussi c'est un parti populiste, ethno-nationaliste, peut-être moins extrême que le Front National. Et puis, je vis la plupart de mon temps en Israël, et puis là, l'ethno-nationalisme en combination avec des éléments religieux est en ascendance permanente. Mais c'est un peu partout. Et une des grandes questions qui me préoccupe, et les derniers 3 ouvrages, et le 4e que je suis en train d'écrire là-dessus, sont un essai de comprendre 2 choses. Premièrement, pourquoi est-ce que ça arrive? Quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ça arrive? Et aussi pour ceux de nous qui disent « je veux avoir la force intérieure de ne pas aller sur cette route. Je veux être capable d'assumer la difficulté de la liberté. Quels sont les modes de pensée et les modes de vivre qui peuvent aider à le faire ?» J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais je vais laisser la salle brièvement, mais sur cette question-là, je pense que ce qui est intéressant dans votre travail, c'est aussi bien donc, on peut dire, cette